La première, 9h, 10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Pour que les femmes puissent décider, il faut que l'avortement soit libre. Chez moi, sur une table de cuisine, avec de l'eau savonnée. Moi, je sais ce que j'ai fait et je sais pourquoi je l'ai fait. Je suis médecin et je l'ai fait dans un but de santé publique. Je sais ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait, c'est ce qu'a dit le docteur Willy Pearce après avoir passé 34 jours en prison. Aujourd'hui, son nom ne résonne plus que dans quelques bastions militants. Pourtant, Willy Pearce a été le symbole d'un mouvement, celui pour la dépénalisation de l'avortement. Son histoire est celle d'un homme qui a choisi la désobéissance civile pour faire bouger la loi. 50 ans plus tard, en Belgique, cette loi sur l'interruption volontaire de grossesse continue d'évoluer. Ailleurs dans le monde, elle est parfois en recul. Nous allons tenter de comprendre pourquoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Pour vous raconter une histoire qui n'en finit pas de résonner depuis 50 ans, un lent processus né des revendications de femmes et de médecins qui s'est transformé en débat politique puis en loi, législations qui elles-mêmes ont évolué au fil du temps et qui en certains lieux aujourd'hui sont en recul. Je veux parler du droit à l'interruption volontaire de grossesse, à l'avortement. Et il y a en Belgique une date, un moment très clair qui marque le début de ce combat, celui de l'affaire Pearce, l'arrestation le 16 février 1973 de ce médecin namurois qui pratiquait des avortements alors que c'était illégal. Il va être mis en prison et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Nous tenterons ensuite de comprendre quels sont les enjeux aujourd'hui en Belgique et à l'étranger. Avec nous, pour en parler, Bérengère Marquez Pereira, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, professeur invité à l'ULB. Vous avez écrit pour le CRISP un livre qui s'appelle « L'avortement dans l'Union européenne, acteurs, enjeux et discours ». Et avec nous également Frédéric Brichot, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du centre de planning familial Willy Pearce à Namur, planning familial qui est donc un des lieux en Belgique où l'avortement est pratiqué. Peut-être une première question avec vous, Frédéric Brichot, parmi vos bénéficiaires et même parmi les travailleurs du centre de planning familial, est-ce que on se souvient de Willy Pearce aujourd'hui ? Malheureusement non, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont oublié qui il était. De temps en temps, nous rencontrons quelqu'un qui dit oui, moi j'ai connu ou ma maman a connu. Voilà. Mais de manière très générale, que ce soit en animation ou par rapport au public qui fréquente le centre, non. Bérengère Marquez Pereira, 50 ans plus tard, alors est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui de convoquer cette figure de Willy Pearce ? Absolument. Et comment ? Et quand je donnais des cours de sociologie politique, j'abordais ce processus de politisation, de décision. Et la première chose que je demandais à mes étudiants, il n'y a pas si longtemps, est-ce que vous connaissez Willy Pearce ? Il y a un local Willy Pearce à l'université. Ben non, ils ne savaient pas. Donc je commençais à leur expliquer à quel point ça a été un symbole pour les femmes, non seulement en termes de santé publique, mais de possibilités qui étaient enfin ouvertes à une liberté de disposer de soi, de son corps, et qui a marqué la rupture véritablement d'un tabou. Allez, on se replonge tout de suite dans cette histoire, dans le noir et blanc des archives du début des années 70. « 22 février 1973. Les lourdes portes de la maison de sûreté de Namur s'ouvrent. Un combi Volkswagen noir surmonté d'un gyrophare pointe ses phares ronds. Au volant, un policier. À l'intérieur, un médecin. Le docteur Willy Pearce est en train d'être libéré. Le panier à salade s'arrête, il sautille sur ses amortisseurs. Un homme sort par la porte latérale, imperméable beige, chemise blanche et cravate sombre, ses lunettes légèrement fumées et ses cheveux ramenés en arrière. Rien n'indique que l'homme, distingué, qui sort du véhicule, était en cellule quelques heures plus tôt. Et pourtant, Willy Pearce, gynécologue, directeur du centre d'obstétrique et de gynécologie de la province de Namur, vient de passer 34 jours en détention préventive. Je ne vais pas vous faire de longues déclarations parce que, en fait, je suis fatigué, vous l'imaginez bien, et nous aurons l'occasion de parler beaucoup plus longuement d'ici quelques jours où on organisera une conférence de presse à Bruxelles
à laquelle je vous donne rendez-vous, comme au reste de la presse non télévisée ni parlée, mais de la presse écrite également. En tout cas, je tiens dès à présent à dire tout le réconfort qu'a été pour moi les marques nombreuses de sympathie que j'ai reçues de tous les milieux, de gens de tous âges, de toutes professions. Et j'apprécie tout particulièrement la mission d'information que vous avez menée d'une manière inlassable dans cette affaire. Avec cette libération, l'affaire Peirce touche à sa fin. L'histoire de ce médecin, emprisonné pour avoir accepté d'avorter des centaines de femmes, va véritablement lancer le débat sur l'interruption volontaire de grossesse dans la société belge. Nous sommes au début des années 70. L'avortement est une réalité, 50 000 femmes se feraient avorter chaque année, mais une réalité qui trouve peu d'écho dans la société. Interrompre une grossesse de manière volontaire est une chose commune, mais cachée. Pratiquée par des médecins qui la font payer très cher, ou par des avorteuses, des faiseuses d'anges, dit-on, qui travaillent avec les moyens du bord dans des conditions d'hygiène souvent précaires. Pourtant, dans la société, quelque chose est en train de changer. Dans un reportage de 1972, 2 femmes acceptent de témoigner de tout cela à la télévision. De dos, bien sûr, pour préserver leur anonymat. J'étais très jeune. C'est quoi très jeune? Je crois 18 ans. Je me suis retrouvée enceinte. J'étudiais. Je ne voulais pas me marier avec le père de cet enfant. Je n'étais pas prête, ni lui non plus. Il n'en était pas question. Alors, j'ai dû trouver une solution. Je n'osais le dire à personne. J'étais vraiment très ennuyée et vraiment nuit et jour, ça m'obsédait cette histoire. Je me demandais comment en sortir. Je n'avais personne à qui le dire. Alors, le garçon en question ne s'y est pas intéressé. Comme je crois que ça arrive souvent, je crois que très souvent les filles se trouvent seules devant ces problèmes. Et alors vous avez fait quoi? Alors j'ai été voir un médecin que je connaissais, qui était un médecin chez qui j'étais déjà allée pour d'autres choses. Et lui, il a eu une attitude très culpabilisante comme ça. Il m'a dit mariez-vous. Mais pourquoi ne vous mariez-vous pas? Et puis il fallait attendre d'être fiancée, il fallait réfléchir avant. Et... Bon, alors je me souviens que je suis sortie de là en pleurant. Alors j'ai commencé à demander autour de moi et on m'a donné l'adresse d'un médecin qui lui demandait 25 000 francs. Alors c'était impossible. Alors pour finir, j'ai trouvé quelqu'un qui savait provoquer la fausse couche. J'ai eu l'adresse d'une dame qui m'a fait ça. Qui vous a fait ça dans quelles conditions? Bonnes, non, à votre avis? Très mauvaise. Chez moi, sur une table de cuisine, comme d'habitude, et alors avec de l'eau savonnée. Enfin bon, je suis arrivée à l'hôpital dans un état assez lamentable. Et alors, ça a eu des suites non seulement médicales, mais judiciaires aussi. Oui. J'étais avec 50 autres personnes accusées. Vous avez été dénoncée? Non. Comment a-t-on su? Mais parce que l'avorteuse gardait une comptabilité et une liste d'adresses. Alors bon, elle a été... on a trouvé ça chez elle parce que je crois qu'il y a eu un accident. Alors bon, on a trouvé ça chez elle. Et... On a poursuivi toutes les femmes qui figuraient sur cette liste. Et vous n'étiez pas seule à être poursuivie. Vous aviez comme un complice. Oui, mon mari. Il y avait d'autres maris qui étaient aussi dans ce procès? Oui, quelques-uns. Mais il y avait beaucoup de femmes seules. Les femmes qui se font avorter en ce début des années 70 prennent des risques pour leur santé et peuvent donc être poursuivies devant la justice, comme celles et ceux qui pratiquent l'intervention volontaire de grossesse. Au sein du corps médical, comme dans la société, le débat est très tranché, à l'image de cette gynécologue qui s'affiche contre. D'un point de vue médical, je crois que tout médecin reste conscient du fait qu'un avortement consiste toujours en une agression. Il faut aller là à l'inverse d'un processus physiologique normal. Il faut arriver à désinsérer
un œuf qui est nidé dans la cavité utérine et à expulser le contenu de cette cavité grâce à une dilatation suffisante du col. Selon vous, on interrompt quelque chose qui est un processus qui est normal et c'est anormal de l'interrompre. C'est ça votre... Oui, je crois que c'est une position médicale qui est certainement défendable. Je crois qu'on intervient malgré tout, de toute façon, d'une façon agressive, quant à un processus normal qui, il faut le dire, doit contribuer à l'épanouissement de la femme. Willy Peers, lui, fait partie de ceux qui pensent que le bien-être des femmes passe par le choix de pouvoir interrompre ou non une grossesse. Depuis plusieurs années, cet ancien résistant, membre du Parti communiste, pratique des interruptions volontaires de grossesse. Il n'en fait pas la publicité, mais il ne le fait pas non plus clandestinement. Depuis son cabinet, il voit les ravages que font ces avortements hors cadre médical sur la santé des femmes. Vous avez vu des femmes qui venaient chez vous après être passées par les mains d'avorteurs ou d'avorteuses clandestins? Oui, j'en ai vu beaucoup. J'en ai vu presque autant que je n'ai vu de femmes, devrais-je dire, défiler dans un cabinet de consultation de gynécologue. C'est peut-être exagéré, mais enfin 8 sur 10 ont recouru à un moment donné à une interruption de grossesse. Et 8 sur 10 des femmes que vous avez vues comme patientes? Pratiquement. Il y a un nombre croissant de mères célibataires. Jeunes? Parfois très jeunes, extrêmement jeunes même. C'est-à-dire quel âge? 15 ans, 16 ans, parfois moins. Et c'est profondément dramatique. Willy Peers parle ouvertement de ses positions et de sa pratique. Les policiers et la justice savent donc à quoi s'en tenir lorsqu'il est arrêté le 16 janvier 1973. Willy Peers a été dénoncé. Le médecin aurait avorté une jeune femme de 27 ans, originaire de Dinan, déficiente mentale qui aurait été violée. C'est ce que dit le journal télévisé. Après enquête et perquisition, le lendemain, le 17 janvier, Willy Peers est inculpé pour avoir pratiqué plus de 300 avortements dans les 9 derniers mois de 1972. Très rapidement, des comités de soutien secret. Une pétition est lancée. Elle rassemble au moins 20 000 signatures. 800 femmes et 200 médecins se déclarent complices du docteur Peers. Une dizaine de jours après l'arrestation, une manifestation a lieu à Namur. Le 29 janvier 1973, 10 000 personnes marchent sous leur parapluie, emmitouflées dans leurs vestes. Des femmes, mais aussi de nombreux hommes, brandissent des pancartes. Elles disent « Merci docteur, pour vous nous sommes là » ou « C'est mon ventre, messieurs les juges ». Pour que les femmes puissent décider si oui ou non elles veulent un enfant, il faut que l'avortement soit libre, qu'il y ait une bonne contraception et qu'enfin on puisse décider librement. En tout cas, on en a marre d'attendre que le gouvernement veuille bien décider à notre place si oui ou non l'avortement sera libéralisé. On va se battre et on continuera à se battre jusqu'au moment où on aura une loi qui donne droit à toutes les femmes à décider d'elles-mêmes. Un véritable mouvement de soutien est né. 3 semaines plus tard, le 20 février, Willy Peers est libéré sous l'objectif des caméras. L'instruction se poursuit, mais 2 jours plus tard, il s'adresse à la presse. C'est que c'est très bon, la liberté, bien sûr. Et c'est surtout encore plus extraordinaire quand elle se déroule dans un climat comme celui-ci, c'est-à-dire en se sentant soutenu par des centaines de milliers de gens qui n'ont pas hésité à manifester leur opinion. Moi, je sais ce que j'ai fait et je sais pourquoi je l'ai fait. Je suis médecin et je l'ai fait dans un but de santé publique. Et ça veut dire que sur le fond, vous ne changez pas d'opinion. Est-ce que vous ne faites pas machine arrière? Pas du tout, pas du tout. Je considère que mon devoir de médecin est de maintenir les opinions que j'ai toujours défendues. C'est que nous nous trouvions devant des situations où légitimement le médecin n'avait pas à se défiler, où il avait à prendre en conscience ses responsabilités. Je crois que nous ne pouvons absolument pas modifier cette position, faute de commettre une erreur médicale. L'affaire Peers se termine, il n'y aura jamais de procès, et la question de l'avortement entre dans le débat public et politique. La première, L'histoire continue. Hélène Maquet, Bertrand N.
Bérangère Marquez-Pereira, on va commencer par vous. Je rappelle que vous êtes politologue, professeur invité à l'ULB. L'affaire Peirce donc se termine avec cette libération en 1973. Mais on sent qu'il y a dans la population belge à cette époque une demande de modification de la loi, de dépénaliser l'avortement. Mais ça va pourtant prendre encore une vingtaine d'années. Comment est-ce qu'on explique cette différence ? Alors, il y a plusieurs facteurs, mais je crois d'abord qu'il faut rappeler ce qu'est la désobéissance civile. On en a parlé dans la présentation de l'affaire Peirce, et c'est important de rappeler qu'une désobéissance civile, c'est vraiment un mouvement collectif, et de larges fractions de la société civile ont descendu dans la rue. Et il a été rappelé que 800 femmes et 300 médecins ont déclaré avoir pratiqué ou subi un avortement. Donc un mouvement collectif qui vise à changer une loi qui est considérée comme injuste et à accepter les conséquences juridiques ou judiciaires de cet acte. Donc c'est important d'avoir ça en tête, parce que cette désobéissance civile va ponctuer l'histoire de la politisation et de la non-décision. Pourquoi non-décision ? Parce que en Belgique, on le sait, la majorité des décisions sont l'objet d'une politique d'accommodement entre élites. Donc les décisions se prennent au compromis et non pas majorité contre opposition. Et là, ça ne va pas fonctionner. Donc, pendant 20 ans, vous allez avoir la conjonction. On ne parvient pas à un compromis politique. On ne parvient pas à ce compromis politique pour de multiples raisons. La principale, c'est le blocage des socio-chrétiens néerlandophones qui mettent en œuvre une série de tactiques de retardement de la décision. Et en 1977, on décide de ne pas décider. Il faut se rappeler que le CVP à l'époque, donc les socio-chrétiens néerlandophones, était le pivot de toutes les coalitions. Donc, si on voulait sauvegarder l'existence de coalition, il fallait peut-être s'incliner. Et c'est peut-être ça qui explique que les socialistes n'en font pas, à l'époque, un combat de parti en tant que tel, alors qu'ils sont de tradition laïque. Et on va voir que ça va continuer à résonner, cet état de fait jusqu'à aujourd'hui. Finalement, comment est-ce qu'on va finir par se mettre d'accord ? Alors, comment est-ce que cette loi va être votée au niveau politique en 1990 ? Alors, n'allons pas trop vite. Revenons à 77, 78. Vous allez avoir une radicalisation de la société civile avec la mise sur pied des centres extra-hospitaliers. Et donc, une pratique médicale de l'avortement, illégale, puisque la loi n'est pas encore passée, mais non clandestine. Donc, à nouveau, un acte de désobéissance civile. C'est fondamental. On va se trouver avec une fixation de procès. On l'a rappelé, le docteur Peirce n'a jamais été jugé, il n'a pas été condamné, il n'a pas été non plus acquitté, mais d'autres médecins, notamment Jean-Jacques Ami, va être poursuivi. Et le pouvoir judiciaire ne peut pas se permettre une répression généralisée. À l'époque, c'est politiquement impraticable. Donc, on va avoir le sentiment que, selon les arrondissements judiciaires et même les rôles linguistiques, vous avez des décisions contradictoires pour les mêmes faits. Un peu pour l'exemple, parfois, aussi. Certains sont condamnés. Effectivement. Donc, face à cela, il y a un sentiment à la fois chez les politiques, et je pense à Roger Lallemand ou à Herman Mikkelsens, je vais revenir tout de suite, ou bien dans la société civile, qu'il y a au fond un état de droit qui n'est pas respecté, tout simplement. Et c'est un des éléments, mais ce n'est pas le seul, qui va permettre un rapprochement entre Roger Lallemand, qui avait déposé une proposition de loi, et d'autres précédemment. Donc sénateur socialiste. Sénateur socialiste, et Lucien Herman Mikkelsens, qui était libérale flamande, qui au départ n'était pas pour une pratique médicale de l'avortement. Tant et si bien qu'en 1990, quand la loi est débattue au Parlement, et donc au Sénat et à la Chambre, elle sera votée à la faveur d'une majorité alternative, une majorité de rechange. D'habitude, les votes se font majorité
contre-opposition. Et dans ce cas-ci, sur les problèmes éthiques et l'avortement en particulier, cela n'a pas été possible. Donc une loi va être votée qui dépénalise partiellement l'avortement. La fameuse loi, l'allemand Mikkelsen. Exactement. Et il va y avoir, au moment du vote de cette loi, cet événement institutionnel qui a marqué la Belgique et qui montre à quel point la question de l'avortement est clivante. C'est ce refus du roi Baudouin de contresigner la loi de dépénalisation. Écoutez ce qu'il en disait dans son discours au corps constitué quelques semaines avant le vote. En matière éthique, nous devons veiller à ce que, tant par notre attitude que dans notre législation, nous accordions assez d'attention au respect de la vie. Et le roi Baudouin va écrire une lettre au Premier ministre. Wilfried Martens va la lire devant le Parlement, où le roi Baudouin explique que pour lui, c'est un cas de conscience. Ce projet de loi soulève en moi un grave problème de conscience. En résumé, je crains que ce projet n'entraîne une diminution sensible du respect de la vie de ceux qui sont les plus faibles. Vous comprendrez donc pourquoi je ne peux pas être associé à cette loi. À ceux qui s'étonneraient de ma décision, je demande: serait-il normal que je sois le seul citoyen belge à être forcé d'agir contre sa conscience dans un domaine essentiel? La liberté de conscience vaut-elle pour tous, sauf pour le roi? Et le Premier ministre Wilfried Martens va donc trouver ce bricolage institutionnel de l'impossibilité de régner du roi Baudouin. Alors, Bérengère Marquès Pereira, cette position du roi Baudouin en 1990, évidemment, elle a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, et de salive aussi. Elle reflétait un clivage qui était quand même encore présent au sein de la population belge. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours un clivage présent? Est-ce que cette question reste sensible? Tout à fait. D'ailleurs, en 2018, la loi a changé. La loi a changé, elle s'est libéralisée, donc on a dépénalisé... On a sorti l'avortement du code pénal. Oui, mais comme on est en Belgique et que les compromis sont à l'œuvre toujours quand même, eh bien on en a fait une loi autonome, mais en gardant les sanctions pénales contre les médecins et les femmes si l'avortement était pratiqué hors cadre légal. Donc, on a une loi qui, quand même, c'est important de le dire, prévoit un délit d'entrave. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous avez des sites qui, soi-disant, informent les femmes, mais qui, en fait, font de la désinformation. C'est un délit d'entrave qui peut être punissable. Vous avez donc une loi qui permet l'avortement toujours dans les 12 semaines, toujours avec un délai de réflexion, mais qui enlève la notion d'état de détresse, qui était quand même très infantilisante pour les femmes, parce qu'il n'y a aucune femme, que je sache, qui va demander un avortement sans avoir réfléchi au préalable à ce qu'elle fait. Mais cette loi de 2018 va impliquer en même temps une reconnaissance d'un certain statut du fœtus. Bon, ça ne change pas finalement les choses dans la pratique. C'est une sorte de statu quo qui ne dit pas son nom. Et la question va rebondir après. Et il faut savoir qu'on est quand même dans un nouveau contexte. On va parler de ce contexte, mais avant cela, je voudrais qu'on puisse parler de concrètement comment les choses se passent aujourd'hui. Frédéric Brichot, vous êtes coordinateur du centre de planning familial Willy Peers à Namur. Peut-être pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, où est-ce qu'on pratique des avortements ? Si on prend les chiffres de la commission d'évaluation qui a été mise sur place en 93, je pense, à partir de 93, et qui recueille les données notamment pour surveiller l'évolution potentielle de l'avortement, puisque les partis qui s'opposaient à l'avortement estimaient que si on l'autorisait, on allait avoir une explosion de demandes et que les femmes et les médecins allaient faire des avortements à tour de bras pour un oui et pour un non. Donc, si on regarde ces chiffres aujourd'hui, on est à plus ou moins 80% des interruptions de grossesse, des avortements qui sont pratiqués en centre extra-hospitalier. C'est des centres de planning familial notamment. C'est ça.
et 20% en milieu hospitalier. Est-ce que la loi a changé la donne ? Alors on imagine forcément, mais en quoi est-ce qu'elle a changé la donne ? Et est-ce qu'aujourd'hui l'accès à l'avortement est plus facile qu'avant et comment est-ce que ça évolue ? Alors, en fait, le problème de la loi de la dépénalisation de 1990 et encore de la loi de 2018, c'est que en tant que femme qui fait une demande d'avortement ou professionnelle qui pratique l'avortement, il y a une épée Damoclès. C'est-à-dire qu'on peut pas s'adapter à la situation. On ne peut pas répondre à cette liberté d'avorter et s'adapter à la situation, puisqu'on doit respecter tout un ensemble de conditions, sans quoi il y a ces sanctions pénales qui sont d'application. Mais par contre, le fait quand même d'avoir une loi qui dit d'une certaine manière qu'elle autorise l'avortement, et surtout avec le temps, on voit que ça entre un petit peu dans l'état d'esprit de la société. Il y a le CAL, le Centre d'action laïque, qui avait fait une enquête, je ne sais pas si c'est pas en 2017, enfin pour voir par rapport à cette sortie du code pénal dans les discussions qui étaient en cours avant 2018, et la majorité, je pense qu'on était dans les 70-75% de la population sondée, n'était pas au courant que la dépénalisation partielle de l'avortement, donc que l'autorisation d'avorter était toujours inscrite dans le code pénal finalement. Concrètement, qu'est-ce qui a changé en 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Alors, il y a plusieurs facteurs qui ont changé, mais de manière constante, c'est l'accès. C'est quand même amélioré, puisqu'on peut avorter, puisqu'on peut dire qu'on pratique l'avortement, évidemment, ça se sait mieux. Et plus le temps avance, et mieux ça se sait. Ça, c'est un principe de temps. Ensuite, il y a eu quand même aussi vers 2001-2002, l'INAMI qui a, pour les centres extra-hospitaliers, reconnu une nomenclature et une prise en charge de l'avortement, donc qui facilite aussi l'accès, puisque la femme qui est en ordre de mutuelle a maintenant 2 tickets modérateurs d'1,95 € à payer, le reste étant facturé directement et pris en charge directement par la mutuelle. Ça veut dire qu'il ne faut pas débourser une grosse somme aujourd'hui ? Donc c'est une reconnaissance que l'avortement est possible et effectivement pris en charge par l'INAMI. Et alors effectivement c'est une facilité par rapport à l'aspect financier. Il y a eu aussi l'arrivée de la méthode médicamenteuse plus ou moins en même temps. En 2000, donc on peut proposer 2 méthodes et qui jouent aussi un petit peu symboliquement sur la perception de l'acte, parce que évidemment l'avortement dans un pays qui a une certaine culture judéo-chrétienne n'est pas toujours quelque chose qui est accepté, où il y a un poids éthique qui peut être là et présent chez certaines parties de la population. Cette méthode médicamenteuse, elle change à la fois dans le concret et dans la représentation qu'on a de l'avortement ? C'est ça, oui, pour certaines femmes, pour certains professionnels aussi d'ailleurs. C'est pas tout à fait un avortement, c'est une sorte de fausse couche, voilà. La première. L'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Et on continue à retisser les fils qui nous relient à cette affaire Peirce en 1973, à ce médecin mis en prison il y a près de 50 ans parce qu'il pratiquait des avortements. Oui, ce qui a donné lieu à un débat, notamment dans la société, mais évidemment au Parlement, avec cette loi de dépénalisation partielle qui a été revue en 2018. Et aujourd'hui, il y a encore des discussions, Bérangère Marquez-Pereira, au Parlement. Notamment, ce qui est en question, c'est le délai qu'on voudrait allonger jusqu'à 18 semaines. C'est une proposition notamment du PS qui est soutenue par des députés libéraux, des députés écologistes aussi, du PTB, de Défi. Il y a aussi d'autres sujets qui sont pointés, notamment le fameux délai de réflexion qu'on voudrait réduire. Il est à 5 jours aujourd'hui, je crois, c'est ça dans la loi. On voudrait le réduire dans cette proposition, si mes souvenirs sont bons, on voudrait le réduire à 48 heures. C'est ça. Et il y a aussi le fait de sortir totalement, la dépénaliser totalement, parce que vous l'avez signalé tout à l'heure, oui. Il y a encore des sanctions pénales si on ne respecte pas le cadre de la loi. Voilà. Il faut se souvenir quand même qu'il y a des pays qui ont des législations plus avancées, notamment la Suède ou les Pays-Bas, et il n'y a pas de sanctions pénales nécessairement. Plusieurs pays n'ont pas de sanctions pénales s'il y a un avortement hors cadre légal. C'est pas pour ça que les femmes se mettent à avorter à tout bout de champ. Et ce qui est important dans la question des semaines, passer de 12 semaines à 18 semaines, c'est que ça évite
devoir recourir à des avortements, finalement, soit à l'étranger, soit clandestins, dans la mesure où, si on dépasse le délai de 12 semaines, on est hors cadre légal, ce qui peut poser quand même un problème, pas seulement à la femme, mais également aux médecins. Et donc, il faut envoyer des personnes qui, le plus souvent, sont matériellement discriminées. Et donc, les envoyer à l'étranger, ça coûte cher. Il faut s'informer, il faut pouvoir être accompagné. Frédéric Brichot, vous êtes confronté à cette difficulté-là des femmes qui arrivent et qui sont hors délai et qui donc doivent aller à l'étranger pour se faire avorter ? Oui, on est confronté à ce genre de situation. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, le temps fait que les femmes, aussi l'évolution technologique avec Internet, ont plus facile à trouver le lieu où se pratique l'avortement ou à se renseigner. Et donc c'est vrai que si on compare les chiffres à nouveau de la commission d'évaluation, on voit que dans les années 90, les années 2000, la proportion des femmes qui allaient aux Pays-Bas était un peu plus importante que actuellement. Mais il n'empêche qu'il y a toujours des femmes qui se retrouvent à dépasser le délai des 12 semaines pour un tas de raisons diverses, et rarement par négligence. C'est pas des femmes qui se sont dit je ferai ça plus tard ou non. Il y a des dénis de grossesse, il y a malheureusement encore aussi des situations où on a fait patienter la femme jusqu'à ce qu'elle dépasse le délai avant de lui donner les bonnes informations. Enfin, il y a plein de facteurs qui jouent et oui, effectivement, ces femmes se retrouvent à être orientées vers les Pays-Bas, puisque la loi permet de faire des interruptions de grossesse au-delà de 12 semaines, mais sans couverture mutuelle dans ce cas-là. Et donc, le coût est de un peu plus de 1 000 € pour une intervention après 12 semaines aux Pays-Bas. Et est-ce que toutes les femmes aujourd'hui ont un accès égal à l'interruption volontaire de grossesse ? En Belgique, pour autant qu'elles aient une mutuelle, on va dire plus ou moins oui, parce que ça dépendra peut-être un peu plus en fonction d'où on se situe, où on habite par rapport aux endroits où on pratique l'avortement le plus proche. Donc là, il peut y avoir des différences géographiques localisé. Mais au niveau du droit, j'ai envie de dire que oui, puisque toute femme qui est en ordre de mutuelle est prise en charge par sa mutuelle. Donc pour cet accès-là, il n'y a pas de problème. Après, c'est plus subtil quand même, malgré tout, entre les centres extra-hospitaliers et le milieu hospitalier. On a quand même constaté que dans les hôpitaux, parfois, il y a la clause de conscience qui permet au médecin, à un médecin de dire non, moi, pour des raisons éthiques, je ne veux pas pratiquer l'avortement. Est parfois institutionnalisé. Et donc, on se retrouve avec des hôpitaux qui, parfois, a priori, empêchent la pratique de l'avortement, puisqu'on n'a pas de retour dans ces lieux, dans certains hôpitaux, que des avortements sont pratiqués. Bérangère Marquès-Pereira, qu'en est-il des menaces éventuelles sur le droit à l'avortement ? On voit notamment qu'aux États-Unis, la Cour suprême s'apprête peut-être, c'est en discussion, mais à revenir sur une loi de 1973, justement, aux États-Unis, qui avait permis à des États de permettre l'avortement, donc légalement. Est-ce que chez nous aussi, on a ce genre de recul qui pourrait intervenir peut-être en Europe, dans certains pays et en Belgique, parce qu'on voit que effectivement dans le monde, l'avortement subit parfois des reculs importants. Alors les reculs dans l'Union européenne existent déjà. Par exemple, l'exemple le plus emblématique est bien sûr le cas de la Pologne, qui vient d'interdire, c'était déjà une loi très restrictive, qui avait été négociée au moment où la Pologne entre dans l'Union européenne. Et c'est une loi qui va rendre les choses encore plus difficiles en supprimant les possibilités d'avortement en cas de malformation du fœtus, ce qui est la majorité des cas légaux. Et maintenant, il y a un projet de loi qui est en cours qui tend à supprimer tout avortement, y compris en cas de viol, inceste et même santé pour la femme. Donc c'est tout à fait dramatique. Et si vous avez à l'esprit qu'au fond, l'avortement, c'est une question géopolitique, dans la mesure où on a la guerre en Ukraine, il ne faut quand même pas l'oublier, et une majorité de réfugiés sont des réfugiés, des femmes, et en Pologne justement, donc elle passe d'un pays où l'avortement est permis jusqu'à 12 semaines à un pays qui est en train de totalement l'interdire. Alors dans d'autres pays de l'Est où ces réfugiés vont aussi, comme la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie,
eh bien, l'avortement est extrêmement entravé, soit par des mesures administratives multiples, soit parce que la Constitution ne reconnaît le droit à la vie dès la conception. Vous dites que c'est une question politique, question géopolitique. Est-ce qu'on peut dresser un parallèle entre les régimes qui sont en train d'émettre des reculs sur ces lois liées à l'avortement ? Est-ce qu'il y a quelque part un régime politique type qui est en train de faire reculer le droit à l'avortement ? En tout cas, le droit à l'avortement est extrêmement mis en cause dans les pays qui sont en prise avec des mouvements populistes identitaires de droite et les fondamentalismes religieux, qu'ils soient de l'Église catholique ou des évangélistes ou encore de l'Église orthodoxe. Donc ça, je dirais que c'est des facteurs importants. Et il y a un développement de ce que mon collègue David Paternotte nomme les mouvements anti-genre, c'est-à-dire une véritable guerre culturelle qui dénonce l'ordre, tout ce qui pourrait faire venir une décadence, un déclin de l'Occident, qui mettrait à mal l'ordre des sexes et l'ordre sexué, qui mettrait à mal finalement l'idée qu'on a un Occident traditionnel avec une famille traditionnelle, etc., etc. Donc on est face à des mouvements qui sont profondément réactionnaires et qui vont beaucoup plus loin qu'un simple recul sur les droits des femmes, puisqu'on parle de l'avortement et où on a véritablement une guerre culturelle. C'est pas encore le cas complètement en Europe, mais aux États-Unis, clairement. Frédéric Brichot, vous qui êtes coordinateur d'un centre de planning familial, est-ce que vous sentez, je ne sais pas s'il faut dire la pression, est-ce que vous sentez le souffle dans votre pratique de ces mouvements qui tentent de peser sur le droit à l'avortement et sur les législations sur l'avortement ? C'est-à-dire que on le sent d'une certaine manière. Maintenant, c'est pas comme aux États-Unis où il y a des mouvements avec des personnes qui sont devant les centres, qui pratiquent l'avortement pour culpabiliser les femmes qui arrivent, voire même du terrorisme. On n'est pas dans ce cas de figure en Belgique, mais en tout cas, ces mouvements sont quand même assez présents. Ils sont très présents sur Internet, ils sont très bien organisés sur Internet, et donc c'est problématique puisque c'est le premier outil souvent de recherche pour trouver des réponses, et donc y compris pour l'avortement. Ça veut dire qu'on tombe parfois en fait sur des réponses fausses. Si on est une femme qui est en train de chercher une information sur l'avortement, on tombe sur une information qui, à dessein, est de la désinformation. Oui, qui culpabilise ou qui oriente vers une structure qui ne pratiquera pas l'avortement, et donc qui fera tout son possible pour proposer d'autres solutions. Donc ça, c'est une réalité. Et au niveau politique, je pense que, parce qu'on parle de l'Europe, on parle de pays où on voit certains mouvements politiques monter, mais je pense qu'en Belgique, on n'est pas si bien loti non plus que cela. Parce que quand on voit ce qui s'est passé autour de 2018, on peut s'interroger aussi sur cet accès, sur ces menaces qui pèsent et qui sont là et qui peuvent faire peur. Juste un peu avant la loi du 15 octobre 2018, il y avait une majorité alternative qui était en train de se préparer pour faire passer ces propositions de loi qui permettraient d'augmenter les délais. Ça a été court-circuité par le gouvernement en proposant cette loi en faisant passer cette loi du 15 octobre 2018. Et ici, on est sur un gouvernement qui a été formé avec cette condition imposée par le CDNV, qui a pris en otage les femmes et qui empêche de remettre sur le tapis, normalement, la discussion sur les propositions de loi qui augmentent le droit à l'avortement. Et on y revient, Bérangère Marquez-Pereira, à cette situation finalement de 1977 que vous évoquiez, où on décide de geler la question. Oui, pour l'instant. Mais enfin, à mon avis, elle reviendra quand même sur le tapis à la prochaine législature. Et bien sûr, on se retrouvera probablement avec des tactiques de retardement émises par le CDNV et la NVA. En tout cas, tout ce débat a lieu quand même parce qu'il y a eu Willy Peers en 1973. Ça, c'est peut-être quand même l'enseignement numéro 1 de cette émission. Absolument. Merci beaucoup, Bérangère Marquez-Pereira, politologue, professeur invité à l'ULB, d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Et merci Frédéric Brichot. Je rappelle que vous êtes directeur du centre de planning familial Willy Peers à Namur. Merci. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma et à la réalisation Jonathan Rémy.